Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Qu'est-ce que t'as fait pendant cette belle semaine ? Bonjour à tous, bonjour Kira. Semaine bien chargée. Je vais pas dire qu'on a beaucoup travaillé parce qu'on dit ça à chaque fois, genre on est des ministres et tout, donc voilà. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fini une série sur Netflix qui est absolument géniale. J'en parlerai en sujet hors sujet la semaine prochaine. J'ai terminé évidemment Zelda pour préparer le test qui nous attend aujourd'hui. Et j'ai essayé de voir Senseiya au cinéma, Kira, mais je crois que tous les cinés de la région ont décommandé le film. Pourtant, j'avais envie de rigoler devant. Par contre, j'ai vu un très bon film qui est Euman, un film japonais dans le cadre de la saison d'Anabi. Un film qui a été très, très récompensé sur un petit peu l'identité, la famille, les souffrances de l'enfance, etc. C'était très, très bien, je le recommande. Belle ambiance, on va dire, alors. Alors moi, j'ai pas tenté d'aller voir une grosse merde au cinéma, je suis pas sadomaso. Par contre, j'ai suivi des conseils et j'ai commencé la série Ted Lasso, donc j'ai regardé la saison 1 que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai fait en 2 jours, donc là j'attaque la saison 2. T'as vu, c'est très bien. C'est vraiment très très cool, j'adorais l'acteur principal et là je le trouve vraiment fantastique dedans, donc hâte de voir la suite. Je me suis rematé Spider-Man Into the Spider-Verse pour préparer le second film que je pense aller voir demain. Bien. J'ai bien sûr continué mon jeu de la semaine prochaine, mon test de la semaine prochaine, et en même temps en parallèle je me suis remis sur un vieux jeu, alors je sais pas si tu te souviens, bon t'es moins fan que moi, mais Retour vers le futur, The Game de Telltale Game en fait. Ah non, donc je connais même c'est pas. un vieux point and click qui en gros c'est un Retour vers le futur 4 quoi. Donc c'est très très cool et j'ai bien apprécié le refaire, ça se fait en 5-6 heures pas plus. Et j'ai envie de jouer à Final Fantasy, mais malheureusement on doit encore attendre, donc du coup j'ai regardé Kingslave Final Fantasy XV, tu sais le film prologue au jeu. Oui. Donc moi j'adorais Final Fantasy XV parce que je trouve que l'ambiance est cool. J'aime beaucoup le casting et surtout l'univers qui est hyper vaste. Et le fait de revoir ce film, ça m'a donné envie de me relancer dans le jeu, tu vois. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que Final Fantasy XVI, quoi. Mais en tout cas, je me le mets de côté. Je pense refaire la Royal Edition prochainement, en tout cas. Excellent. Moi, mon édition de Final Fantasy XVI est envoyée. Elle a été expédiée il y a 2 jours. Si ça se trouve, je l'aurai avant. Ah ouais, avec un peu de chance. Moi, collector. Moi, elle est avec ma console, donc je sais pas. J'espère, ça serait cool. Donc, ça serait cool. Ouais. Donc on va voir en tout cas. Semaine très chargée niveau news, donc du coup tu peux peut-être nous communiquer le sommaire. Qu'est-ce qu'on a préparé de beau ? Alors au sommaire aujourd'hui, évidemment on va débriefer les principales conférences du Summer Game Fest qui ont déjà eu lieu, mais pour varier un peu les plaisirs, tu nous as prévu 2 petites news sympathiques sur Hi-Fi Rush et Vendredi 13. Ensuite on enchaîne sur le jeu Zelda, Tears of the Kingdom, il fallait bien le faire et c'est bon, je suis arrivé au bout du jeu. Donc on verra si c'est un 1.5, si c'est un GOTY, si j'ai aimé ou pas, on va parler de tout ça. Et tu vas finir sur un sujet hors sujet, donc Les Guerriers de la Nuit, un film de 1979. Oui, Les Guerriers de la Nuit, qui est un film que j'adore, que j'ai regardé aussi cette semaine, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans ce que j'ai fait dans la semaine. Mais j'ai fait une petite chronique, je vais te laisser toute la latitude pour parler de Zelda, parce que ça reste quand même un gros morceau, un des jeux les plus attendus de l'année, donc j'ai fait quelque chose de plus condensé cette semaine. Il y a des choses à dire, t'as raison. Du coup on attaque, générique. Alors, pendant l'épisode 14 de la Taverne du Gamer, votre fantastique podcast animé par nous-mêmes, j'avais fait le test de Hi-Fi Rush, cette petite pépite de Microsoft qui était sortie un petit peu des hautes herbes de façon très très surprenante, soudaine. On va dire, juste après une conférence, une première conférence très bonne d'ailleurs, de Microsoft à l'époque. Et justement, a priori, Hi-Fi Rush va refaire parler de lui prochainement. Il pourrait même s'apprêter à faire son retour dans les prochains jours, car de nouveaux succès ont été ajoutés sur la page Steam en fait, ce qui passe le nombre de succès à 71. Donc aucune info officielle n'a pour le moment encore été annoncée par Tango Gameworks en fait, mais il n'est pas impossible qu'on entende parler d'un DLC prochain, donc un DLC qui pourrait permettre de continuer l'histoire principale, et peut-être une annonce lors des prochaines conférences du Summer Game Fest, pourquoi pas. Car quand on regarde vraiment
vraiment le détail de ses succès, ça sent quand même la quête solo en plus, en tout cas. Alors, j'ai adoré, moi, le jeu à l'époque, je vous l'avais dit, c'était une vraie bouffée d'air frais et tout. C'est pour l'instant, un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. Et je suis très, très emballé à l'idée d'essayer ça, quoi. Ouais, c'est plutôt cool, surtout qu'on sait qu'ils font pas mal de suivi sur le jeu. Depuis sa sortie, il y a eu 3 mises à jour, il me semble, où ils ont rajouté pas mal de points d'accessibilité, difficulté, etc. Enfin, ils ont l'air de bien suivre leur jeu. Et je pense que c'est nécessaire, Kira, parce que des jeux balancés comme ça, un peu des shadow drop, comme on dit, ça fait un effet... ça retombe. Un effet waouh d'un coup, mais ça peut aussi retomber très très vite. Donc, il y a du pour et du contre dans cette communication que j'avais trouvée très brillante de la part de Xbox et de Microsoft, mais ça conditionne au fait de bien suivre son jeu, et si ce que tu dis s'avère vrai, je pense que ça peut être une très très bonne nouvelle, et c'est nécessaire pour un jeu qui le mérite. Sachant qu'en plus, à côté de ça, c'est des rumeurs encore, mais beaucoup de plus en plus de personnes parlent sur les réseaux sociaux d'une potentielle série télé qui pourrait éventuellement arriver, série animée, en fait. Alors, quand on voit le chara-design et l'univers, ça pourrait carrément se faire. Mais c'est dire à quel point le jeu a quand même eu beaucoup de succès pour un jeu que personne n'attendait et qui est sorti comme ça de nulle part. Carrément. Donc après cette petite news toute fraîche, passons sur... Voilà, le bloc un peu plus lourd, on va débriefer à la chaîne des confs du Summer Game Fest. La première étant, avant même le show d'ouverture, il y a eu la guérilla collective. Donc pourquoi je voulais en parler, Kira ? Parce que notre podcast, il s'adresse à des personnes qui connaissent bien le jeu vidéo et des personnes qui connaissent un peu moins. Et je trouvais l'approche de cette conférence très intéressante, sans forcément la débriefer de A à Z. Mais guérilla collective, est-ce que ça te parle déjà un petit peu ou pas du tout ? Alors dit comme ça, non, ça me parle pas beaucoup. Eh ben, déjà, ça n'a rien à voir avec Guerrilla Games, oui, le studio de Sony qui a fait Killzone, Horizon. Et en fait, pourquoi je voulais insister sur cette conférence, c'est que c'est en fait un collectif de développeurs indépendants ou de jeux AA, donc des jeux de petite envergure ou grosse envergure, qui en fait se réunissent pour faire une seule conférence et avoir davantage de visibilité. Comme ça, ils peuvent se partager les coûts marketing, se payer justement la présence au Summer Game Fest et comme ça briller un petit peu, que ce soit l'heure de gloire de ces jeux indépendants. Donc déjà, je trouve cette initiative très cool, qui a 3 ans, ça fait 3 ans qu'ils le font, suite à l'arrêt de l'E3 à cause du Covid, oui. Ils ont lancé cette initiative. Donc déjà, tu vois, pas mal. Ouais, ça. c'est cool, ouais, carrément. Et durant cette conférence, il y en a eu beaucoup. Il y a eu 80 jeux. Donc évidemment, je vais pas débriefer 80 jeux là maintenant en podcast, ce serait un peu ennuyeux pour tout le monde. Ça peut être long, vous avez jusqu'à demain matin. C'est ça. Non, j'ai prévu quelque chose d'un peu plus original. J'ai sélectionné 3 jeux. Un qui pourrait te plaire, un qui pourrait me plaire et un qui nous plaira à tous les deux. Comme ça, c'est une façon aussi pour nos auditeurs de nous découvrir un petit peu nos goûts. Donc pour toi, mon cher Kira, j'ai remarqué le jeu qui s'appelle Evolutis Duality. Donc la série Cyberpunk, la série animée, pareil, je suppose que ça te parle sur Netflix. Oui, ça me parle un peu, je pense, légèrement. Série que t'as adoré, que j'ai adoré aussi. Et franchement, ce jeu-là, un jeu indépendant, m'y a fait énormément penser. On est vraiment dans l'univers cyberpunk, avec des phases en 3D, en 2D. On a une héroïne un peu badass, comme dans le jeu Cyberpunk d'ailleurs, où ça a l'air violent, sombre, enfin tout y est. Donc du cyberpunk, je pense que j'ai visé juste. C'est quelque chose qui t'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse, et de ce que j'en ai vu, en plus, il y a un côté un peu bande dessinée sur certains designs, en fait. Mais bande dessinée typée Métal Hurlant, en fait, que j'apprécie beaucoup. Et je t'avoue que quand tu m'as envoyé la bande-annonce, j'ai fait « Oula, ça a l'air cool !» Donc voilà, premier jeu que j'ai retenu pour toi. Pour moi, j'ai retenu le jeu Terra Memoria. Donc c'est du studio La Moutarde, c'est le vrai nom du studio. D'accord. Ils sont pas à Dijon, ils sont à Montpellier a priori, les gars. Et c'est un RPG très coloré, un peu à la mode HD 2D, tu sais, à la Octopus Traveler, Triangle Strategy, Live Alive. Ce design, il est très sympa, je trouve, en 2D. Et donc là, c'est un RPG qui somme toute, qui semble assez classique, mais avec une très très belle direction artistique. Et pareil, on aura plusieurs personnages qui auront des histoires différentes et qui vont finir par se regrouper. Donc plutôt cool. Carrément. Et enfin, troisième jeu, un qui pourrait nous plaire à tous les deux, qui s'appelle Europa. Donc Studio Ghibli, on connaît. Ni no Kuni, tu adores. Et imagine un mix entre Ni no Kuni, le château dans le ciel et Zelda Breath of the Wild. Tu mélanges les trois et ça donne ce jeu-là, Europa, qui est à surveiller, qui est vraiment magnifique. Alors j'ai juste vu quelques screens, en fait, j'ai pas vu de vidéo, mais c'est vrai que le côté Ghibli se ressent fortement, je trouve. Ouais.
Ouais, c'est une belle inspiration. Ouais, carrément. Autour de tout ça, je vous dis, il y avait encore plus de 70 jeux, donc allez-y, je vais pas encore une fois tout débriefer, regardez la conférence, j'ai trouvé très 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 sympa. Il y a de tout, il y a du jeu de plateforme, du beat'em all à la Tortue Ninja, des jeux de rythme, il y avait du Megaman, enfin du style Megaman, du survival horror. Il y a un jeu aussi Arkseid qui m'a fait de l'œil, un mix entre Evangelion et Into the Breach. Donc en tout cas, très très belle initiative, je trouve. J'ai beaucoup apprécié cette petite conférence. Ils ont fait ça bien, ils avaient une petite scène et tout. Enfin, vraiment très. C'est très là sympa. maintenant qu'on voit que l'E3 à quel point ils étaient dépassés quand même. Qu'au final, l'absence de l'E3, tous les éditeurs, même les plus petits, en fait, ont trouvé une solution. Et ce principe, entre guillemets, d'association, en fait, de petits éditeurs est hyper pertinent, en fait. Et ça permet d'avoir une scène aussi, de pouvoir communiquer. C'est pour ça que je vais faire ce petit coup de projecteur, parce que je trouve que c'est une belle initiative. Carrément. Alors moi je vais parler d'un truc un petit peu moins cool en fait, clap de fin pour vendredi 13 The Game. C'est sur Twitter que l'éditeur Gun Media informe les amateurs de Friday the 30th qui sera délisté des stores en fait d'ici le 31 décembre 2023. Donc il reste donc quelques mois pour acheter et télécharger le jeu avant qu'il ne soit plus accessible à la vente. Ceci intervient essentiellement pour des raisons de droit d'utilisation de la licence qui arrive à terme après 10 ans de bons et de loyaux services. Alors Vendredi 13 est inspiré de la saga de Slasher, bien sûr, le premier épisode étant sorti en 1980. Et dans ce jeu, dont tu te souviens, parce qu'on a beaucoup joué tous les deux, on retrouvait à la fois les personnages de la saga et aussi tous les lieux emblématiques, dont bien sûr l'antagoniste principal, Jason Voorhees, en fait. À la suite, ils avaient sorti un mode solo, en fait, qui était plus un espèce de mode défi qui reprenait les meurtres des films, qui était plutôt cool, et qui était sorti gratuitement en DLC par la suite. Donc là, Gun Media annonce la réduction du prix du jeu et de ses DLC de 50%, et ce jusqu'à la fin de la date de vente, en fait, tout simplement. Donc tout cela vient d'un conflit de base entre Sean S. Cunningham, en fait, le réalisateur et producteur de la série, ainsi que Victor Miller, en fait, le scénariste du premier, en fait. Donc il y a eu une bataille juridique de droit qui a duré des dizaines d'années, en fait. Et ce dernier, donc le scénariste du premier film, a obtenu en 2021 les droits de la saga pour les USA, en fait. Donc en bref, un gros bazar. Ce qui fait que l'éditeur n'a pas pu renouveler, entre guillemets, son bail, en fait, pour pouvoir continuer à proposer un contenu sur le jeu, en fait. Donc plusieurs contenus avaient été annulés à l'époque, dont la fameuse map avec Jason X, en fait. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu la grogne, en fait, car le jeu est encore massivement joué, en fait, et beaucoup de joueurs ont fait part de leur mécontentement sur leurs réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui détiennent le jeu peuvent encore continuer à en profiter, mais plus pour très longtemps, car l'accès au serveur est maintenu donc jusqu'au 31 décembre 2024, mais après, quid du temps au-delà de cette période, on ne sait pas du tout, en fait. Donc est-ce que ça sera définitivement fini ou pas? Bonne question. Est-ce qu'il restera plus que le mode solo? On ne sait pas. Donc moi ça m'embête parce que c'est vraiment un jeu que j'adore à jouer en gameplay asymétrique. Je m'amuse même plus sur Vendredi 13 que sur Dead by Daylight par exemple, tu vois, qui lui pour le coup cartonne. Et voilà, c'est un petit pincement au cœur quand même. Ouais, en plus c'est beaucoup d'heures de jeu pour nous, toi et moi et des amis, donc beaucoup de souvenirs sur ce jeu, et c'est le genre de jeu multi très agréable où on peut jouer en mode détendu et en même temps papoter, se raconter nos vies, parler de jeux, etc. Donc c'est dommage, et ça pose aussi la grande question de cette nouvelle ère des jeux qui dépendent de serveurs. Quand les serveurs ferment, finalement on possède plus rien, C'est ça. donc c'est plus de l'allocation à long terme que de l'achat de jeux. Mais ouais, c'est dommage, surtout pour des conflits. Ils pensent pas encore une fois aux consommateurs et aux joueurs. Donc après, ils y peuvent rien, eux, les développeurs. Mais en tout cas, il y a encore une belle communauté, et c'est un très très bon J'ai jeu. encore une image de ton personnage en train de tourner autour d'un canapé pendant 10 minutes, avec Jason derrière qui essaye de le buter. Le mec devait s'arracher les cheveux, ou le mec ou la femme bien sûr, devait s'arracher les cheveux derrière son écran. C'était trop marrant, ouais. J'avoue, excellent souvenir. Mais ouais, tu vois, c'est ça qui est dommage, on va perdre un jeu auquel on était très attaché, quoi. C'est ça. Bon, après cette triste nouvelle, mais en tout cas ça nous a fait plaisir de parler d'un jeu qu'on aimait énormément, je vais vous parler de la conférence Devolver, le Devolver Direct. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Devolver, c'est un éditeur et distributeur de jeux, mais qui est certainement le plus loufoque du monde du jeu vidéo à l'heure actuelle. Après Devolver, on connaît, ils ont édité Hotline Miami,
donc très connu, Cult of the Lamb, que j'adore. Terranil, un jeu dont j'avais parlé la semaine dernière qui était dispo sur le Netflix Game qui est très bien, Trek to Yomi, le jeu de samouraï qui est dispo sur le Game Pass, le PS Plus, Death Door aussi, ou Serious Sam, je pense que Kira tu connais Serious Sam. Avec ce bon vieux Patrick Poivet qui faisait la voix. Bah oui, donc des jeux mythiques. Donc voilà, Devolver est derrière tous ces grands noms à l'édition, encore une fois, hein, c'est pas un développeur. Et donc là, ils ont fait leur conférence qui a duré une vingtaine de minutes. Et franchement, les 10 premières minutes, c'était un sketch, enfin un vrai sketch. Donc ils ont inventé un personnage fictif qui s'appelle Volvi, une sorte de gros bonhomme orange, un peu bizarre. C'est un personnage fictif et ils ont raconté l'histoire de ce personnage au travers des jeux qui encore une fois étaient fictifs, avec des développeurs fictifs, des fausses pubs. Enfin bref, ça a duré. Ils sont allés trop loin, des faux témoignages. Bref, ça a duré pendant 10 minutes. Donc le début de la conférence, c'était ça, c'était un gros what the fuck qu'on comprenait rien, pour au final arriver sur scène avec un Volvi, mais avec un E comme Wall-E, un peu Volvi a évolué avec le temps, c'est ça qu'il nous expliquait, et que maintenant c'est une intelligence artificielle qui crée des jeux vidéo. D'accord. Donc un peu de fait de société au travers de l'IA. Un peu Black Mirror. Ouais, donc des faux présentateurs, des faux personnes dans le public intervenaient et demandaient à ce Volvi de créer des jeux avec quelques critères, et c'est à ce moment-là que les bandes annonces des vrais jeux se lançaient. Donc t'imagines tout ce pataquès pour, en plus, 5 bandes annonces. Hein. Donc on a eu le droit à 5 bandes annonces durant cette conférence. Donc j'insistais un peu dessus parce que c'est rigolo, c'est un côté ultra décalé. Mais ils ont présenté des jeux qui quand même sont intéressants, dont Wizard with a Gun, un monde ouvert coop un peu 2D qui ressemble beaucoup à Cult of the Lamb, et Don't Starve aussi, donc qui a l'air assez nerveux, sympa, une jolie DA. Ils ont annoncé aussi, enfin ils ont remontré des images de Talos Principal 2 qui avait été présenté au PS Showcase. D'accord. Donc un puzzle game à la Myst, tu vois, très futuriste, avec la gestion de la gravité, des passages un peu à la Portal, décor très très beau, donc vraiment plutôt cool. Ils ont annoncé aussi Human Falls Flat 2, donc c'est un jeu en coop le 1 a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, qui a fait un gros buzz sur Twitch à son époque. Donc en gros, il y avait 4-5 annonces pour une conférence complètement what the fuck. Et Kira, le génie du marketing quand même, c'est qu'après cette conférence, ils ont ouvert un shop dans lequel on peut acheter des peluches de Volvi, des t-shirts de Volvi, donc de personnages d'une mascotte qui a existé que pendant 20 minutes d'une conférence. Donc franchement, les gars, ils sont trop bons. Et donc, beaucoup de gens ont décrié la conf. Moi, j'ai aimé ce côté décalé, j'ai bien rigolé, il y a eu quelques jeux. Enfin bref, ça se prend pas au sérieux. J'ai aimé. Écoute, voilà. Dit comme ça avait l'air cool en tout cas, bon esprit, bonne ambiance, et puis surtout complètement. Ça se prend pas au sérieux, quoi. Ça, c'est cool. Ça. Ça fait très chaud, quoi. Très chaud à l'américaine, on se prend pas au sérieux, un humour un peu potage, complètement décalé, on se demande ce qu'on fout là. Enfin, moi, j'aime bien quand on nous prend un peu à contre-pied comme ça, parce que c'est vrai que voir des jeux, oui, on est là au Summer Game Fest pour ça, mais en même temps, tu vois, ce côté décalé, je trouve ça très très sympa. Ouais, carrément, ça change. Alors, je vais attaquer le gros du morceau. On va parler un petit peu de l'épisode d'ouverture, la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. Alors, déjà, pour commencer, plus de 40 jeux étaient au programme pour cette soirée, hein, donc je vais pas tous les lister, je vais essentiellement, on va dire, me diriger vers les jeux qui m'ont le plus marqué, qui me semblent le plus pertinents. Après, forcément, hein, sur 40 jeux, il y a peut-être des jeux que vous affectionnez, hein, ça c'est tout à fait possible, alors n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, et de là, bien sûr, on n'hésitera pas à en reparler. Alors, la conférence a commencé avec une petite surprise, puisqu'un nouveau jeu Prince of Persia a été annoncé, donc Prince of Persia The Lost Crown en fait, donc il s'agira d'un épisode 2,5D avec un nouveau prince et une histoire inédite. Sortie prévue le 24 janvier prochain sur toutes les plateformes. Ça peut être sympa, un épisode Prince of Persia en 2,5D. J'ai pas trop aimé le style du perso en fait, que je trouve un peu dégueu, mais hormis ça, pourquoi pas. Ouais, ensuite, on a une grosse présentation pour Mortal Kombat 1, donc via un long trailer illustrant l'histoire du jeu avec des personnages remis au goût du jour. Ed Boon est monté lui-même sur scène pour parler des Cameo Fighters, en fait. C'est une nouvelle mécanique qui permet de faire appel à un autre personnage en combat le temps d'un combo, un peu comme dans Fighter Z, par exemple.
Ensuite, on a eu une petite vidéo de gameplay de Path of Exile 2, en fait, qui va sortir, lui, pour le 28 juillet. Derrière, un jeu qui va t'intéresser, toi, c'est Sonic Superstar, qui est venu montrer le bout de sa truffe avec un magnifique trailer de gameplay, tout à fait, pareil, en 2,5D. Sonic sera accompagné de Tails, Knuckles et Amy, puisqu'il sera jouable en coop jusqu'à 4. Alors, ça risque d'être un peu le bordel, je t'avoue. 4 avec une telle rapidité sur du 2,5D, je pense qu'à 2 ça peut être bien, à 4 c'est peut-être un peu beaucoup les gars. Donc la sortie, lui, c'est prévu cet automne sur toutes les plateformes. Ensuite, un petit report par Lie of P, qui se retrouve décalé au 19 septembre, mais une démo était disponible dès la fin du show, histoire de patienter. Donc démo que j'ai essayé, et pour l'instant je trouve ça très prometteur en fait. Donc je vous le conseille de la télécharger, de l'essayer. C'est un espèce de Souls-like en fait, dans l'univers un petit peu de style Rising. Voilà, de Pinocchio. Ce que j'en ai vu, c'est plutôt cool. Ensuite, nouvelle annonce de Sandland, c'est une adaptation en jeu vidéo d'un manga d'Akira Toriyama que je ne connais pas. Donc c'est un manga qui est sorti dans les années 2000 a priori, donc aucune date de sortie n'est annoncée, mais il s'agira donc d'un action RPG qui arrivera sur PC et sur les deux PlayStation et Xbox en fait. Je sais pas si tu connais toi Sandland. Ouais, je connais un petit peu le manga, mais franchement j'avoue que je suis pas trop fan, mais après le chara design de Akira Toriyama fonctionne toujours dans ce mode un peu désertique et tout, donc à voir. C'est vrai que je connais moins les mangas que toi, mais j'étais quand même assez surpris de voir ça du coup. Ensuite, on a eu du Alan Wake 2 qui nous a présenté un petit peu son gameplay. Donc Sam Lake était présent également en personne pour nous montrer une séquence de jeu où l'on incarne le nouveau personnage jouable Saga qui enquête sur Bright Falls et les mystères Alan Wake. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, déjà ça a l'air très très joli. J'aime beaucoup le design de ce personnage en fait qui m'a l'air assez charismatique et il y a un petit côté, encore ce petit côté Twin Peaks mais un peu plus un peu plus modernisé on va dire dans le sens où il y a un côté film noir comme True Detective, je sais pas si tu vois un peu dans le genre de la série. Moi ça m'a fait penser à la saison 1 de True Detective justement, exactement, pareil que toi. C'est ça, et donc on a ce côté un petit peu malaisant à la Twin Peaks et ce côté un peu glauque et malaisant également à la True Detective, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le jeu est toujours prévu le 19 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, et a priori il y aura peut-être une édition physique suite à toutes les déboires, les sauts de merde, qui se sont pris par la communauté de fans. Suite à ça, on a eu Marvel Spider-Man 2 avec une date de sortie le 20 octobre prochain. On a aussi pu voir une nouvelle image de Venom, ainsi qu'un collector massif et hors de prix avec le symbiote et nos deux tisseurs pour 250€. Alors je sais pas comment tu le trouves, mais moi je le trouve un peu moche. Ouais, moi je suis pas tenté. J'ai déjà acheté assez de collectors comme ça cette année, je vais me calmer. Je te demande à toi, t'es monsieur collector, est-ce que tu serais prêt à mettre 250€ pour cette figurine ? Alors pour celui-ci, non. Celui d'FF16 coûte plus cher, celui de Goldorak aussi, mais en tout cas celui-ci ne m'intéresse pas trop. Ouais, j'ai trouvé un peu chiche en tout cas. Derrière, un jeu qui devrait peut-être t'intéresser, c'est le jeu Lord of the Ring Return to Moria qui a été présenté avec des nouvelles images de gameplay, avec de la collecte de ressources, de la construction et quelques affrontements. C'est un jeu de survie qui nous plongera dans les mines de la Moria en compagnie des nains sur PS5, Xbox Series et PC en fin d'année. Moi je suis pas chaud du tout, mais après je suis pas trop jeu de construction et de ressources, donc à voir. En revanche, j'ai vu un truc qui me tente plutôt bien et pourtant je l'attendais pas du tout, c'est Warhammer 40 000 Space Marines 2, donc la BA centrée sur la bande-annonce centrée sur sa campagne jouable en solo ou en coop en fait, avec une sortie cet hiver, m'a beaucoup fait penser au premier Gears of War en fait. Du coup, je t'avoue être très 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 tenté. Très chaud. J'attends d'en voir plus, mais en tout cas, je pense que je vais me laisser séduire. Derrière, alors, John Carpenter's Toxic Commando. Donc, il s'agit d'un FPS bourrin où l'objectif est de dégommer des hordes d'infectés développés par Saber Interactive, donc l'équipe derrière World War Z. Et comme vous l'avez deviné, c'est inspiré de la filmographie de mon réalisateur préféré, John Carpenter. Donc, un titre très typé années 80. C'est prévu sur PC, PS5, Xbox Series pour 2024. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé que ça ressemblait à du John Carpenter en fait. Donc voilà, donc je sais que John fait la même remarque. Je sais que John Carpenter est un fan de jeux vidéo, principalement de FPS. On le voit souvent faire des petites tirades sur sa Xbox en train de parler des jeux auxquels il joue et tout.
Il aime beaucoup l'argent aussi, donc je pense qu'il a donné son nom. Mais en tout cas, bon, le rapport avec sa filmographie, pour l'instant, ça me paraît un peu nébuleux, hein, donc j'attends de voir par la suite. Derrière, on a Like a Dragon Gaiden. J'en parlais justement, j'avais hâte de voir à quoi il ressemble. Sa sortie est prévue le 9 novembre prochain sur PC, PlayStation et Xbox. On retrouve donc notre bon vieux Ryo qui reviendra dans une aventure un peu spéciale où il pourra ajouter un nouveau mode de combat, le style agent. Donc, je sais pas, il a changé peut-être de carrière, à voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis chaud. On a vu des jeux d'aventure narratifs, le fameux jeu de Quantic Dream, on en a parlé dans un de nos tout premiers podcasts qui s'appelle Under the Wave, qui a été officialisé en 2022 et qui a trouvé sa date de sortie, donc pour le 29 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, on a eu le fameux jeu que tu avais parlé lors du dernier Nintendo Direct, je crois, c'est Fae Farm. Tu sais, le jeu de Nintendo qui mélange RPG, simulation agricole et simulation de vie, un espèce d'Animal Crossing à la ferme. Lui, il est prévu d'arriver le 8 septembre. Un jeu qui va te plaire, le jeu mobile Ever Crisis, qui s'est montré, qui retrace toute la saga Final Fantasy VII sous une autre forme. Donc, je suis pas trop jeu mobile, à voir, ça peut être cool pour les puristes en tout cas. La bêta test va commencer dans quelques jours normalement. Ou alors c'est les préinscriptions, j'ai peut-être... préinscription, ça, sur les stores. Ça va pas tarder. Et pour finir, le gros morceau, enfin pour moi, hein, de la conférence, c'est la bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth, donc la suite de Final Fantasy VII Remake. Donc on en a parlé la semaine dernière lors des news du podcast. Je disais qu'il pouvait en parler au Summer Game Fest ou dans un event spécial. Non, ça va. Ah, j'étais dedans là pour le coup. T'as vu, hein. Le jeu a fait office de One More Thing, donc pour préciser la fin pour finir en apothéose, le bouquet final, on va dire, avec un beau trailer qui dévoile les grands environnements ouverts pour cette suite. On quitte Midgard et on s'aventure dans des lieux bien connus des fans. Les deux infos à retenir quand même, c'est que le jeu sortira sur 2 disques, sur PS5, mais aussi qu'il devrait arriver donc en 2024. Donc c'est-à-dire, je pense, après le premier trimestre, donc comme on a dit la dernière fois, donc pour l'instant, on est bon. Ça colle, ouais, exactement. Voilà. Donc c'était un peu dense parce que je vous ai balancé pas mal de titres de façon random et je vous ai balancé aussi des dates de sortie comme ça, mais c'était aussi pour montrer que c'était une très belle conférence malgré tout. Donc bon, il y avait un léger problème de rythme par moment, tu sais, l'enchaînement de guest stars et tout, c'est toujours un peu chiant. En tout cas, je trouve que le Summer Game Fest démarre bien avec on a eu des belles images et j'ai hâte de voir la suite. Moi, je suis d'accord avec toi, faut pas bouder son plaisir, c'est un show de lancement du Summer Game Fest, donc je l'ai trouvé réussi. Jeff Keighley en plus c'est un showman et tout, donc voilà, on sent que le mec il est à fond. Moi j'ai trouvé qu'il avait une belle énergie et quand même des images de Mortal Kombat pour la première fois, du gameplay qui a l'air vraiment intéressant. On a vu du Sonic, du Alan Wake, il a eu la date de sortie de Spider-Man, il a eu Final Fantasy VII Rebirth. Le gars, il a géré son Summer Game Fest, je trouve. Il a dégoté quand même des très belles exclusivités. Spider-Man, c'est pas rien. Alan Wake, c'est pas rien. Final Fantasy, c'est pas rien. Non, franchement, belle conférence. Pour moi, j'ai trouvé qu'on a été gâtés. Je suis d'accord, sans parler de toute la tripotée de bandes-annonces qu'on a eu de titres plus indépendants ou de titres, on va dire, moins connus. Ça a aussi parlé de Fortnite, voilà. Ça a aussi parlé de Call of Duty. Enfin, vraiment, ça a brassé très très large en 1h30. Marvel Snap. Ça a brassé très très large en 1h30. Donc c'est vrai que c'était un beau show en tout cas que je regrette pas d'avoir. Pareil, je trouve que ça a fait le job. Tu vois, en conférence d'introduction, ça a complètement fait le job. Exactement. Surtout quand on compare aux dernières conférences qu'on a assistées, on va dire que c'était un petit peu plus moribonde. Là, on sent vraiment que ils envoient du gros quoi. Pareil. Ainsi se conclut la partie news. Donc on va passer à ton test de ce petit jeu indépendant que personne n'a entendu parler, qui est Zelda Tears of the Kingdom, qui est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps. C'est jamais simple de traiter un gros jeu comme ça, on en parlait un petit peu avant le podcast. Simple, toi tu as eu Hogwarts Legacy, exactement. J'ai hérité de Zelda Tears of the Kingdom, pas simple, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc jeu exclusif à la Switch, sorti en mai 2023, bon bref, je vous refais pas tout l'historique, vous connaissez, 6 ans de développement quand même, entre Zelda, Breath of the Wild et celui-ci. Fun fact, mais a priori Tears of the Kingdom était prêt il y a plus d'1 an. D'accord. Mais ils ont vraiment passé 1 année à peaufiner le jeu pour que ce soit solide. Je pense qu'ils sont encore un peu traumas de Pokémon certainement, mais en tout cas ils voulaient un jeu vraiment solide, vitrine pour cette Switch, et ils ont fait 1 an de peaufinage. C'est quand même à soulever. Carrément. Et d'ailleurs Final Fantasy XVI pareil, ça fait 1 an que le jeu est prêt et ça fait 1 an qu'ils sont en train de le peaufiner. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de patch Day One à sa sortie. Donc ça, je trouve qu'en tout cas c'est un bel égard vis-à-vis des joueurs et c'est respectueux des personnes qui vont acheter le jeu Day One, et ça je voulais le signaler. C'est clair.
Donc dans cette chronique, on va voir si le jeu Zelda Tears of the Kingdom est un 1.5. On va voir si c'est un GOTY. Mais ce que je peux vous dire, GOTY est jeu de l'année, mais c'est que ça ne sera pas mon GOTY à moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, les conditions du jeu, j'ai joué moi en Switch, sur ma Switch OLED, mais en full portable. Parce qu'il y a certaines choses que je vais dire sur la technique qui sont peut-être propres à mon expérience que j'ai vécue que sur portable. J'ai pas du tout joué en mode télé. Pour moi, c'est vraiment qu'une console portable, la Switch. Donc pareil, je voulais préciser. Donc le scénario. Le jeu se déroule après Breath of the Wild. Tout de suite après d'ailleurs, on a battu le fléau dans le premier jeu. Et Link et Zelda explorent tous les deux les tréfonds du château d'Hyrule pour se renseigner un petit peu sur un peuple qui a gouverné il y a très longtemps à Hyrule, qui sont les Sonao ou Sono selon comment on le prononce. Une sorte de Chozo un petit peu dans Metroid, tu sais, des êtres un peu supérieurs qui peuplaient et qui avaient des pouvoirs un peu mystiques. D'accord, oui, ok, je vois. Et durant ces recherches, Zelda et Link découvrent une momie. Donc ça, c'est... Après, j'imagine quand on fait les tréfonds d'un château, c'est le genre de truc qui arrive. Sauf que celle-ci... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Sauf que cette momie-là, elle était entravée avec un bras un peu... Elle avait un bras magique qui lui transperçait le corps et qui était une entrave pour elle. Il y avait une pierre, d'ailleurs, une pierre magique sur ce bras-là. Et la momie arrive à se défaire de son entrave. Et le château d'Hyrule, à ce moment-là, se soulève dans le ciel un peu à la château de Dracula de Castlevania. Et c'est là que les événements commencent du jeu. Zelda tombe dans l'abysse et Link n'arrive pas à la secourir. On voit cette scène souvent où Zelda tombe et Link essaie de la retenir. Et il se réveille, Link, sans pouvoir, parce qu'il était full life avant, et là il se réveille sans pouvoir, dans les îles célestes. Tu vois, vraiment le tout début, quand tu commences à vraiment en jouer, t'es au-dessus de la terre d'Hyrule. Donc ça promet quand même, cette introduction, elle promet une belle aventure épique, magnifique, qui s'ouvre devant nous. Enfin bref, ça met bien en condition pour se lancer. En termes de game design, qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu Zelda ? Donc je pense qu'au travers des trailers, toi, Kira, et tous les auditeurs, ou presque, ont vu un petit peu les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans ce Zelda. On construit des trucs. On a vu pas mal de choses d'ailleurs tourner sur le net, des choses un petit peu obscures que chacun a réussi à faire avec le jeu. Mais du coup, je vais décrire rapidement ces fonctionnalités et je vais dire plutôt ce que j'en pense. Ça va être surtout ça la valeur ajoutée. Donc, il y a la première fonctionnalité, c'est emprise, qui permet de porter un objet et de coller avec un autre objet, par exemple 2 rondins de bois ensemble pour faire un radeau. Donc ça marche très très bien. Franchement, techniquement, le moteur physique des objets est au poil. Kira, s'il y avait quelques doutes là-dessus, franchement, ça marche d'enfer. On peut vraiment faire plein de choses. Ouais, c'est optimisé, c'est aux petits oignons et tout. C'est optimisé, c'est aux petits oignons. Bref, ça fonctionne très bien. Autre pouvoir, c'est rétrospective. Donc, il permet à un objet de faire le chemin inverse. Donc, je sais pas moi, un moulin qui tourne dans un sens, avec rétrospective, on le va faire aller dans l'autre sens. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec des engrenages, etc. Pareil, simple, efficace, ça fonctionne bien. Ensuite, il y a ma fonctionnalité préférée qui s'appelle infiltration. Donc quand on a ça chez soi, c'est un peu embêtant, mais là dans le jeu, franchement, c'est hyper pratique. En fait, Kira, dis-toi qu'à partir du moment où on a un plafond au-dessus de sa tête, on peut le traverser pour voir ce qu'il y a au-dessus. D'accord. Sauf que ça marche partout. Ça marche dans le château d'Hyrule, ça marche quand t'es dans des grottes, ça marche quand t'es dans des donjons, des temples. Donc c'est-à-dire que dès que t'as un plafond au-dessus de toi, tu peux le traverser et regarder ce que t'as au-dessus. Et puis même, si ce que tu vois te convient, hop, tu passes carrément au travers. Okay. Et ça, je trouve que c'est un génie de game design et d'exploration. Il y a plein de fois, tu vois, j'étais dans des grottes et tout, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête ? Et je faisais juste infiltration pour voir ce qu'il y avait, rien que pour le plaisir de la découverte. Ça, je trouve que c'est ultra brillant, D'accord. Tu vois, comme idée. Mais est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce que tu vas dans d'autres pièces ou est-ce que tu te retrouves hors de la map, par exemple ? Comment ils ont codé ça ? Il n'y a aucun risque de se retrouver hors de la map, de faire bugger le jeu, etc. Ça te sert pour l'exploration et aussi pour faciliter l'escalade. Tu vois, quand on sait que l'escalade, c'est un peu relou. Donc, quand tu es dans une grotte, hop, tu utilises infiltration et tu te retrouves au sommet de la montagne. D'accord, okay. Tu gagnes beaucoup de temps. Dans les temples, pareil. Tu vois, t'es un peu bloqué, tu sais pas où aller. Hop, tu prends de la hauteur avec infiltration. C'est ultra pratique. Ensuite, il y a amalgame. Ce que j'aime le moins, ça permet de combiner 2 objets entre eux, enfin des objets d'armes et de boucliers uniquement. Donc, pour faire une arme plus puissante ou un bouclier avec des fonctionnalités. En fait, je n'apprécie pas cette fonctionnalité parce que je la trouve un peu galère à utiliser. Ça oblige à aller dans le menu, sélectionner des objets, utiliser amalgame. Ça, c'est vraiment de ces nouvelles fonctionnalités celle que j'ai le moins appréciée. Ouais, d'accord, ok. Parce que pour ce menu, tu vois, à chaque fois, ça te casse un peu la dynamique de devoir aller dans les menus, refaire tes objets et tout. Ça, j'ai pas trop aimé. D'accord. Et enfin,
Il y a un 5e pouvoir que j'ai découvert à partir de 60 heures de jeu. Donc, je ne dirais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le conseil que je vais vous donner, c'est qu'au début, suivez la quête principale quand même. Partez pas aux fraises comme moi où je suis parti à l'arrache avec mon sac à dos un peu partout dans les terres d'Hyrule. C'est au bout de 60 heures que je me suis rendu compte que ce truc existait. Et en vrai, c'est ultra pratique. Donc vraiment, mon seul conseil, ça va être faites un petit peu la quête principale avant de vous promener. Tout ça pour dire que ils ont rajouté tout ce game design au travers donc des constructions qu'on l'a beaucoup vu, cette partie créative Kira qui toi t'attire pas trop, moi non plus, oui. Mais là je peux le dire, au bout de donc j'ai terminé le jeu au bout de un peu plus de 70 heures, je l'ai trouvé quand même très facultatif, cette partie créativité. Moi en fait les constructions je les ai jamais utilisées pour faire quelque chose de créatif, je les ai seulement fait dans une recherche d'efficacité et de rapidité. Quand j'en avais besoin, je l'ai utilisé. Quand j'en avais pas besoin, je l'ai jamais utilisé. Oui, vraiment... Donc ça reste quand même très très facultatif, tu vois, pour rassurer un peu ceux qui étaient qui craignaient ça. Ensuite, est-ce que du coup Tears of the Kingdom est un 1.5 de Breath of the Wild. Il y a souvent eu ce débat de c'est pas vraiment une suite, c'est plus un 1.5, c'est un Breath of the Wild amélioré. Donc sur plein d'aspects, certains, et légitimement, chacun vit son expérience comme il l'entend et comme il la ressent, ça je peux pas juger, c'est du ressenti. Donc je comprends ces personnes qui ont dit ça parce qu'on est sur la même map, en fait, Hyrule c'est la même, sauf qu'ils ont rajouté les îles célestes, plus autre chose que je vais pas spoiler. On rencontre Kira les mêmes peuples, les Gerudo, les Piaf, enfin tous ceux qu'on connaît. Il y a plein de mécaniques communes, les Korogu pour le plus grand plaisir de tout à chacun, le sanctuaire, haute joyeuseté, les armes qui cassent, enfin bref, sur plein d'aspects c'est pareil. Par contre, au-delà, enfin déjà le 1.5, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu un faux procès, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble, parce que sur quel élément, à partir de quand on peut se dire que c'est 1.5, à partir de quels éléments, quelles sensations on considère que c'est 1.5 ou ça l'est pas. Donc encore une fois, je trouve que c'est un peu propre à chacun, et moi ce nouveau Zelda, j'ai pas trouvé que c'était 1.5 parce que j'ai plutôt trouvé que c'était une suite, tu vois, dans le sens noble du terme, qui s'installe vraiment dans une continuité. Breath of the Wild, c'est l'appropriation d'un monde sauvage qu'on va explorer, dans lequel on prend ses marques, on apprend, on survit. Donc ça, c'est tout ce que je pense. Tout le monde a ressenti ça dans Breath of the Wild. Tears of the Kingdom, pour moi, c'est plutôt un monde qui nous appartient, un monde qu'on s'est déjà approprié. Donc tu vois, on est déjà sur le cran d'après. C'est familier. Et on s'y amuse davantage, on a plus confiance en ce monde et l'aventure un peu plus ludique, représentée par tout cet aspect un peu plus créatif. Donc c'est pour ça que je trouve que le jeu, tu vois, il s'inscrit dans une continuité, une suite, et on n'est pas dans une soupe qui serait réchauffée. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai ressenti. Ils ont bien su renouveler, on va dire, l'expérience en partant de la map de base, quoi, en fait, et des lieux emblématiques du jeu d'avant. Voilà, exactement, j'ai trouvé. Et assez, en tout cas, pour s'inscrire dans une vraie continuité. J'ai pas eu l'impression de jouer à Breath of the Wild. J'ai eu l'impression de m'inscrire comme une suite. Et à partir de ce moment-là, je trouve que le job est fait quand le jeu est fondamentalement une suite. Alors, sommes-nous potentiellement en présence d'un GOTY, donc d'un jeu de l'année, d'un Game of the Year? Donc, ma réponse à ça va être oui. Donc, pourquoi je trouve c'est que déjà, Kira, pourquoi ce jeu, je l'ai adoré à ce point? C'est que le scénario, je trouve qu'il est extrêmement bien distillé, un peu comme dans le premier, où tu sais, c'est un peu en mode Pulse. Donc, c'est des bribes d'histoire qu'on va découvrir dans le désordre et petit à petit notre cerveau va remettre, si tu veux, toutes ces cinématiques qu'on aura vues dans le bon ordre pour recréer un petit peu l'histoire, et ça, moi je trouve que c'est ultra intelligent parce qu'en plus l'histoire est distillée au travers de l'exploration. Donc on va faire des quêtes qui vont nous amener à explorer des choses et on est récompensé de cette exploration par ces cinématiques et c'est ce scénario qui nous est distillé. Et en ça, j'aime beaucoup ça. Tu vois, en termes de scénario et d'écriture, je trouve que c'est très prenant. Tu vois, de découvrir des bribes d'histoire. Ça, c'est cool parce que ça évite les narrations, on va dire, linéaires où on a, entre guillemets, l'histoire tout crue dans le bec sans vraiment réfléchir, ce qui enlève un peu de l'impact souvent dans pas mal de jeux, en fait. Et j'ai remarqué, c'est souvent le problème des jeux à monde ouvert, en fait. Dès qu'on a un jeu à monde ouvert, c'est très difficile pour les développeurs de tenir une histoire qui monte crescendo alors que ton perso, potentiellement, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Et c'est vrai qu'on va revenir sur les jeux From Software où là, la narration est quand même assez distillée. On doit vraiment être instigateur de sa propre histoire. Et c'est ce que j'avais retrouvé, moi, dans le premier Zelda, en fait, Breath of the Wild, justement. Et j'espérais qu'ils aient continué dans ce mood-là, en fait. Et donc là, tu me rassures pour le coup. Et complètement. En plus, tu as dit 1 million de choses que je vais reprendre parce que je trouve ça hyper pertinent. Donc, en plus de m'aider à reprendre mon souffle, je te remercie. Tu vas rejoindre toute ma réflexion. En fait, c'est pour ça que j'ai adoré cette partie-là du jeu. En plus, c'est porté par une VF qui est
extrêmement bonne. C'est une des meilleures VF que j'ai vues. D'ailleurs, Zelda est faite par Adeline Chetaille, j'espère ne pas avoir écorché son nom, qui a liké en plus un de nos posts de la Taverne de Gamer. Tu te rends compte, Kira? D'autant plus que c'est une excellente VF. Les musiques sont magnifiques, mais en tout cas, cette histoire qu'on va chercher, comme tu l'as dit, c'est pas en traversant une porte, un trigger, que la cinématique va se déclencher. Là, on va aller chercher l'histoire. Il y a un effort et on est récompensé par de très très belles cinématiques qui donnent des frissons. Donc ça, c'est vraiment top. Pour reprendre le sentiment d'exploration, et tu as parlé des jeux From Software, ce que j'ai ressenti dans l'exploration, la dernière fois que je l'ai ressenti, c'est avec Elden Ring. Par exemple, tout ce qu'on voit, on peut y aller. Donc déjà, ça, c'est très très bien. Il y a une énorme profondeur de champ, on voit très loin et on peut y aller. Et à chaque fois qu'on y va, on découvre quelque chose. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est dans Elden Ring. Donc pareil, énorme point fort pour ce jeu. Et pourquoi aussi je pense que c'est quand même un GOTY. Comme je l'ai dit, je l'ai trouvé ultra solide. Techniquement, chaque objet a un moteur physique, des états différents. Les objets ils peuvent être glacés, de feu. Les nuages sont magnifiques, les fumées sont très belles. Enfin, techniquement, c'est ultra solide. J'ai pas eu de difficulté. J'ai eu un peu de lag parfois quand il y avait beaucoup de choses à l'écran. Mais franchement, le jeu est top. Et le premier jeu, on avait déjà. Ouais, ça c'est vrai. Et le moteur physique, franchement, j'insiste. Avec les différentes fonctionnalités et tout, ça fonctionne très très bien. Rappelons-le, la Nintendo Switch en portable, c'est très peu de gigaflops. C'est 196, c'est moins qu'une Xbox 360, c'est 100 fois moins qu'une PS5 et une Xbox. Donc quand même, quand on voit ce qu'elle sort avec Zelda, on peut se dire que Nintendo a fait le job. Et enfin, pourquoi ce jeu a l'aura d'un GOTY? 70 heures de jeu, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait un quart de ce que le jeu proposait. Le contenu est gargantuesque. Il y a plein de quêtes secondaires, plein de missions, de la chasse au trésor. Enfin bref, il y a énormément. J'aime bien ce mot gargantuesque. On peut difficilement le placer dans une gargantuesque. C'est dur à dire. Hein, Petite référence aux cinéphiles. Mais après avoir dit tout ça, pourquoi je dis, je l'ai dit en intro, ça ne sera pas mon jeu de l'année, ce ne sera pas mon GOTY, alors que fondamentalement ce jeu est une merveille. Et ben pourquoi? Donc encore une fois, attention, jeu de l'année, GOTY ne veut pas dire que le jeu ne doit pas avoir de défauts. Tous les jeux, même les GOTY, ont des défauts. Mais là, il y en a dans ce Zelda qui, moi, me chiffonne un petit peu, c'est vrai. Et le premier et le principal, c'est les combats. Et c'est étonnant, je vois ça nulle part, dans aucun test de jeu. Les notes sont toujours très bonnes. Moi, les combats, je les trouve, j'avoue, désolé, je vais me faire des ennemis, mais pas terrible. Je trouve le personnage assez rigide. L'esquive, voilà, je la trouve pas ouf, l'esquive. On peut contrer avec le bouclier, ça je l'utilise beaucoup, c'est bien. Mais encore une fois, je trouve le mapping des touches, donc les menus, très lourds. Les enchaînements des menus et des compétences en combat seulement, pas terrible. Donc enfin bref, moi je me suis souvent ennuyé dans les combats, et pour dire, je les fuis plus que je vais à l'affrontement. Je l'esquive les combats parce que vraiment je les trouve, désolé, mais d'un autre temps dans ce jeu. Oui, puis ils ont été toujours un peu faciles, parce que quand on reprend Breath of the Wild, en fait, donc ok, il y a le côté esquive et protection qui est intéressant, mais surtout, bon, les armes qui se cassent assez régulièrement, c'est un peu galère, mais ça a tendance à être assez brouillon, et ça reste quand même très accessible, en fait, hein, sauf quand on tombe face à un ennemi qui est vraiment vénère. J'ai trouvé, à l'époque en tout cas, qu'il y avait peu de difficultés en fait, et que c'était pas vraiment le point fort du jeu, et c'était pas ce que proposait le jeu, on va dire en substance. En substance, moi Zelda, c'était l'exploration, la découverte, l'envie d'avancer, une aventure en fait. Et les combats, je le voyais vraiment comme un passage obligé en fait. Je l'ai vécu comme toi, et ça je le retrouve dans... En fait, je trouve que c'est l'aspect qui a le plus vieilli du jeu, et l'aspect qui m'a le plus rebuté. Aussi, autre gros défaut qui a un peu atténué, l'escalade. J'ai jamais aimé ça, donc je déteste l'escalade dans ces jeux-là avec les jeux d'endurance. Et bon, bref, ça c'est inhérent au jeu, mais j'ai pas trop aimé. Et aussi, j'ai trouvé que les temples et les boss qui y sont associés ne représentaient déjà pas un très grand challenge, mais pas non plus un très grand intérêt en termes de pattern des boss, donc les mouvements, les coups qu'ils portent. Et ben, je les ai pas trouvés formidables. Vraiment, j'ai retiré de ce jeu. Tout ce que j'ai apprécié, c'est vraiment tout ce qu'on a dit avant, l'exploration, les cinématiques, l'histoire, la musique, le doublage, tout ça c'est absolument sublime, mais cette partie-là, je l'ai moins appréciée, et c'est ce qui fait que, encore une fois, je l'ai dit, ce sera pas
ce sera pas pour moi le jeu de l'année, quoi. Après, c'est ce que je reproche un peu au jeu actuel, en fait, c'est que le côté combat, gunfight, etc., c'est toujours un peu le passage obligé, en fait. Et des fois, quand on sort un peu de si on va dire la suspension d'incrédulité, en fait, se retrouve assez anéantie. Par exemple, tu regardes un Uncharted, t'as Nathan Drake qui est super sympa, il a la banane, t'as trop envie de l'avoir en soirée avec toi et tout. Enfin, ça n'empêche que le mec il bute 800 personnes dans son jeu, en fait. C'est un tueur en série, le gars. Vrai. Il fait un génocide. Et c'est le problème un peu de tous ces jeux. Donc certes, pour beaucoup de personnes, le combat et l'action riment avec fun, en fait. Mais c'est vrai que des fois, ça va un peu à l'encontre du truc, en fait. Et ou même un Red Dead. Tu regardes Red Dead, à chaque fois, tu fais des super missions, c'est contemplatif, t'es dans un monde ouvert qui est fascinant, mais ça finit toujours en gunfight où tu butes 200 personnes, en fait. Et ça, c'est dommage parce qu'ils n'arrivent pas à proposer une vraie, alternative. On va peut-être pas dire enlever les combats, mais peut-être les réduire ou les implanter de façon différente, en fait. Et c'était un peu le même problème que j'avais avec justement le premier Zelda. Tu vois, on retrouve, comme je le disais, un petit peu ce défaut, bien que je vais temporiser quand même. Donc oui, les combats sont ce qu'ils sont, mais la plupart sont esquivables, ça, évidemment. Hein. Dans la grande map, on n'est pas obligé de tous les faire. Il y a quelques combats qu'on est obligé de le faire à travers les boss, etc. Le combat final est très très bien. Donc je vais pas spoiler, mais en tout cas tout le final, toute la fin est top. Donc encore une fois, c'est un jeu qui est vraiment bourré de qualité. Attention, c'est juste que moi, en fait, ma sensibilité en tant que joueur, elle est sur le gameplay, elle est sur l'exigence des combats, elle est sur... en fait, moi, Sekiro, j'adore, en fait, mais Sekiro, tout le monde n'aime pas. Donc j'ai conscience d'être très exigeant de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas retrouvé ces éléments qui sont indispensables pour moi, mais encore une fois, c'est ma sensibilité. Et aussi, je dis que c'est pas le jeu de l'année parce que aussi factuellement, il y a déjà des jeux que j'ai préférés à Zelda. Zelda est dans mon top 3 des jeux que j'ai adorés, mais il y a des jeux qui sont quand même un petit peu devant. Je dirais pas, on se fait toujours à la fin d'année, enfin on l'a fait une émission avec nos tops et nos flops, donc vous verrez quel jeu a volé la vedette à Zelda. Mais en tout cas, il y a déjà un jeu que je préfère, donc évidemment, in fine, ça pouvait pas être mon jeu de l'année, Zelda, puisque il y en a déjà. Donc en conclusion, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de Zelda et j'ai dit plein de choses. En résumé, donc, Zelda Tears of the Kingdom n'est, comme je l'ai dit, pas selon moi un bête 1.5. Il n'est pas non plus parfait, comme je l'ai dit, en tout point, mais l'évolution qu'il propose est brillante, elle est juste par rapport à vis-à-vis de son prédécesseur, en y gardant, je trouve, toutes les qualités, en enrichissant l'expérience. Donc vraiment, c'est une suite qui est complètement réussie, le job il est fait. Et en plus, je vois finalement les deux, Kira, comme un duo assez équilibré, complémentaire, qui en plus a évolué avec le temps. En même temps que les joueurs, en même temps que Link a progressé sur Breath of the Wild, a progressé sur Hyrule, le joueur l'a fait aussi, la saga le fait, ces deux jeux l'ont fait, donc c'est très très bien. Après, je vais pas refaire toute la rétrospective des jeux Zelda, mais c'est une très très grosse saga. Je l'ai dit tout à l'heure, on va pas faire d'amalgame. Certains y verront, comme je l'ai dit, un simple duplicata du premier jeu. Je le comprends très bien. Moi, encore une fois, c'est pas le cas. Ce jeu a vraiment exercé une très très forte emprise chez moi, sur la communauté du gaming. On l'a vu, hein, jeu ultra communautaire qui est partout sur les réseaux. Donc en ça, ils ont vraiment géré. Je pense qu'il s'est infiltré dans l'histoire de la Switch, et pour moi, ça va rester un des très 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 grands jeux que Nintendo a fait ces dernières années. Ouais, je pense aussi. Et puis comme tu dis, le fait qu'ils aient attendu avant de sortir le jeu que le jeu soit peaufiné, c'est tellement rare pour le souligner. Car de mémoire, à chaque fois, il y a toujours des patchs Day One un petit peu même complètement gros, énormes. Parfois, on a même plus gros de patchs de Day One que de la taille du jeu sur la galette, c'est dire. Mais là, d'avoir un jeu fini et stable, c'est beau gosse. Solide, quoi. Exactement. Solide, c'est le mot. Solide, techniquement, moteur, etc. Enfin bref, ils ont fait le job. Bravo. Donc c'était ta critique de Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti sur Nintendo Switch il y a un mois, c'est ça maintenant ? Il est sorti fin avril, je crois. Il est sorti le 12 mai. Le 12 mai, ah bah non, même pas. Ah oui, c'est ça, le 12 mai, donc il y a un petit peu plus d'un mois. Donc un grand jeu que Sid vous recommande fortement. Ah, tu le recommandes, hein ? Je le recommande, mais je pense qu'ils n'ont pas attendu après moi pour l'acheter, vu le nombre de ventes. Mais je le recommande. Je pense aussi.
Du coup, on va faire peut-être un petit point réseaux sociaux avant qu'on attaque le dernier morceau de cette émission, qui sera la chronique hors sujet. En attendant, vas-y, on t'écoute. Oui, déjà un grand merci à tous de nous suivre toujours de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci pour les 5 étoiles sur les applications. Donc vous savez que ça nous aide, donc merci encore une fois de vous être prêtés au jeu. Et c'est vrai qu'on en a encore eu cette semaine, oui. On en a encore eu et vraiment, en plus, les messages qui accompagnent font chaud au cœur. Donc on est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. On répond évidemment, on est disponible parce que le principe aussi, c'est de nous proposer des jeux, des news que vous voulez qu'on traite et on le fera pour vous en podcast. Et aussi pour ceux qui ne sont pas réseaux sociaux, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter sans être sur nos pages Facebook et Twitter, vous avez notre site internet où il y a un formulaire sur lequel vous pouvez aussi nous contacter. Vous avez accès au fil des actus Twitter. Donc bref, on a fait en sorte que tout le monde puisse nous contacter si jamais vous en avez l'envie, évidemment, pas d'obligation. Oui, moi je soutiens ce que dit Sid là-dessus, surtout sur la partie 5 étoiles et remerciements, car c'est vrai, on a eu vraiment dernièrement pas mal de messages, des messages très très cool de votre part. Nous sommes également maintenant disponibles sur Sens Critique. C'est vrai. Donc faut pas hésiter, si vous voulez faire un petit coucou là-bas, n'hésitez pas à laisser votre petite étoile aussi ou quoi que ce soit, ça fera toujours plaisir. Alors pour ce HS aujourd'hui, j'ai décidé de prendre quelque chose d'un peu light en fait, et surtout quelque chose que je connais bien. Je suis parti sur un film qui s'appelle Les Guerriers de la Nuit, The Warriors en bon ricain, qui est un film réalisé par Walter Hill et qui est sorti en 1979. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, alors déjà je vais vous faire le synopsis. Donc ça se passe à New York dans les années 70. Les gangs se partagent les bas quartiers de la ville. Donc Sirius, le leader incontesté des tout-puissants Gramercy, Rift, décide d'organiser une réunion afin d'unifier tous les gangs et de lever une véritable armée contre les forces de l'ordre et contre la mafia. Très vite, la réunion dérape et Sirius est assassiné en public. Le coupable, Luther, fait porter le chapeau au gang des Warriors, déclenchant ainsi une cavale à laquelle tous les autres gangs sont conviés. C'est une lutte pour la survie qui commence alors, car il reste aux Warriors un long voyage à parcourir depuis le Bronx jusqu'à Coney Island, leur quartier d'origine. Donc ce film en fait est filmé comme une course-poursuite en fait, où on va suivre des personnes qui sont acculées dans un univers hostile et qui vont être pourchassées et exécutées froidement, chacun à leur tour en fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est un film emblématique de toute une génération pour sa capacité à captiver les spectateurs avec son esthétique unique et son récit palpitant. Donc le film est sorti en 1979, à une époque où New York était extrêmement malfamé en fait, donc c'est un film de gangster urbain qui se déroule dans une ville sombre et chaotique, à l'ambiance vraiment poisseuse et très lugubre. Ce qui rend ce film si spécial, c'est son atmosphère en fait, visuelle et sonore. Nous sommes dans une ambiance, donc comme je le disais tout à l'heure, poisseuse et hostile, un décor urbain nocturne, donc tout le film se passe en une seule nuit en fait. Les costumes et les maquillages des personnages principaux, notamment les fameux gilets en cuir et les bandanas, sont devenus emblématiques et ont influencé de nombreux autres films et mouvements culturels. On va retrouver des groupes de rock et tout. Il y a même eu un jeu vidéo, The Warriors, qui était sorti il y a longtemps sur PlayStation 2 et Xbox, qui était très très cool. De plus, la bande originale est énergique et rythmée, donc composée par Barry D. Vorson en fait, qui contribue grandement à l'immersion du spectateur dans cet univers ultra violent. On va retrouver en plus quelques morceaux d'époque en fait, donc c'est très très proche visuellement des films de Charles Bronson en fait, Un justicier dans la nuit. On peut dire que c'est aussi proche du film Joker, si quelqu'un n'a pas vu un film de Charles Bronson, pour se donner un ordre d'idée en fait. Donc nous sommes sur un récit captivant. Le film explore des thèmes tels que la loyauté, la camaraderie et la violence des gangs, mais aussi la notion de survie en environnement hostile. Les performances des acteurs sont convaincants et contribuent à rendre les personnages crédibles et attachants. Le protagoniste, Swan, joué par Michael Beck en fait, incarne parfaitement le leader charismatique et déterminé du gang. Mais les autres ne sont pas en reste. On va retrouver d'autres personnages comme Vermine ou Rembrandt, par exemple, qui sont également très bien interprétés, et apportent chacun leur propre personnalité à l'ensemble. Le film pousse une réflexion sur la dynamique des gangs et la violence urbaine, mais il propose également une critique implicite de la société, de la société et de la marginalisation des jeunes. Il soulève des questions sur l'identité individuelle et les besoins de trouver sa place dans un monde complexe. Donc,
dans l'ensemble, Les Guerriers de la Nuit est un film audacieux et immersif qui contribue à fasciner des cinéphiles encore à l'heure actuelle, en fait, grâce à son esthétique visuelle unique, sa bande originale entraînante et son récit percutant. Son impact culturel durable, et à mon avis ça va encore durer, car là en recherchant un petit peu pour cette chronique, j'ai vu qu'il y avait encore des graphes en fait qui prenaient inspiration, comme imagerie justement ce film et surtout cet univers en fait des gangs de New York des années 70. C'est en plus un classique du cinéma en fait, qui mérite d'être apprécié et d'être regardé par le plus grand nombre. Alors c'est violent par moments, c'est clair, bon, on est loin des films vraiment violence actuels, mais on va se retrouver vraiment dans une ambiance un petit peu comme le film de Carpenter, Assaut, en fait, qui parle en fait d'une bande de flics en fait et de criminels qui sont retranchés dans un commissariat, et toute la nuit ils vont se faire acculer en fait par des gangs dont on ne verra pas vraiment le visage, en fait c'est un peu traité de façon surnaturelle, et on a un peu la même ambiance, sauf que là au contraire les gangs sont personnalisés à outrance. Chaque gang vont avoir leur style à eux en fait, leur code, voilà, leurs caractéristiques, et il y a un côté très jeu vidéo en fait dedans, c'est-à-dire quand ils vont avancer de rue en rue, c'est comme s'ils avançaient de niveau en niveau avec des gangs différents, voilà. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que Street of Rage, le jeu s'est inspiré essentiellement, comme King of Fighters, de The Warrior en fait. Donc quand tu vois des punks avec des prostituées, des choses comme ça et tout, c'est ce que tu vas voir dans The Warrior en fait. Donc c'est un film qui a vraiment chamboulé les codes à l'époque, et surtout les codes du jeu vidéo, car à l'heure actuelle, quand on fait un jeu vidéo type pixel art, un petit peu comme Tortue Ninja, Shredder Revenge ou quoi que ce soit, ou même Street of Rage 4, tu vois, et c'est exactement ce qu'on va retrouver en fait. Donc c'est à la fois un film qui a marqué l'univers du cinéma, la pop culture en général, la musique et tout, mais surtout le jeu vidéo. Donc je vous le recommande fortement. Franchement c'est beau, ça, une chronique d'un film avec un rapport avec le jeu vidéo et une inspiration jeu vidéo, c'est quand même classe ça quand même. C'est travaillé. Tout à fait. Après je me suis dit je vais traiter de quelque chose de plus petit, de plus léger, donc je suis pas rentré dans les détails, car ça reste un film qui se vit en fait, c'est vraiment tu suis ton film, voir qui va mourir, qui va survivre, comment ils vont se faire avoir, est-ce qu'ils vont réussir, et après c'est plus viscéral on va dire. Donc je voulais pas aller plus sur le détail de chaque scène ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas envie de spoiler, car c'est vraiment un film qui mérite d'être vécu tranquillement sans son téléphone portable et tout. Mais si vous êtes fan de jeux vidéo et principalement de rétro gaming, vous allez reconnaître toutes les influences en fait de ce film. Excellente recommandation. Donc Les Guerriers de la Nuit, aka The Warriors en VO, et voilà, si vous aimez New York des années 70, c'est le moment de foncer, un petit côté Taxi Driver. Ça donne très très envie. Donc ainsi se conclut notre émission. Et oui, déjà. Est-ce que tu as je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais apporter ? Un petit peu de teasing comme on aime bien faire. Après, je vais m'y tenir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai teasé un truc, c'est jamais arrivé, à part Zelda, ça va. Mais je vais, la semaine prochaine, vous parler de la série sur Netflix, une série live, pas animée, que j'ai préférée de toute la plateforme. Donc ça, c'est du beau teasing quand même. Netflix et bonnes séries, c'est quand même assez rare. Surtout que je me suis désabonné juste après, parce que je voulais finir là-dessus, et parce que du coup j'ai trop de plateformes, et en ce moment je suis surtout sur Apple TV, mais je voulais absolument regarder celle-ci, elle est génialissime, donc c'est pour ça va être un clap de fin pour Netflix pour moi pour l'instant, jusqu'à qu'ils nous ressortent une saison d'une série que j'aime bien, mais en tout cas pour l'instant j'ai stoppé, et ça va être trop bien. Est-ce que tu as une idée toi de ton jeu de la semaine prochaine ? Oui, là je vais enfin pouvoir faire mon test de mon jeu narratif dans un univers SF. Donc c'est prévu la semaine prochaine, du coup je devrais l'avoir terminé d'ici là, il doit me rester encore 3 à 4 heures maximum, je pense. Et on va se débriefer en plus la conférence Xbox, il y a de très très grandes chances, donc... Alors conférence Xbox, il n'y a pas une conférence Ubisoft aussi ? Ouais, il y a Ubi, juste derrière, il y a Xbox et Ubisoft. C'est ça, donc il y aura une émission chargée la semaine prochaine. En attendant, merci pour votre écoute. Oui, merci pour votre écoute, et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, ciao.